Eh ben, écoute, déjà petit point sur, les frais, hein, rapidement avant de passer à l'actualité. Donc voilà l'état des frais. Il faut savoir que c'est une moyenne et qu'en plus de ça, elle est un peu clin d'œil parce que des swaps Starknet, c'est quand même quelques centimes plus cher que ça. Donc je comprends pas trop dans quoi ils tapent pour avoir ces frais-là. Je tiens à vous noter aussi que quand vous utilisez le hardware signer, par exemple, du wallet Bravos de Starknet, les swaps sont beaucoup plus chers parce que vous allez payer quelque chose comme 3 à 5 centimes de frais pour un swap, mais vous allez aussi payer en surcouche 20 centimes pour le hardware signer. Dans le futur, il y aura une optimisation, mais en tout cas, le hardware signer n'utilise pas les blobs, donc vous payez entre parenthèses plein pot pour votre sécurité. Optimism, par contre, ça marque moins de 1 centime, mais ça peut aller clairement en dessous. On peut même être à 10 fois moins que ça sur une transaction. C'est vraiment violent. Et Arbitrum, là, cette émission se passe le 17 mars. Il faut savoir qu'il va y avoir une réduction supplémentaire des frais qui devrait être actée le 18 mars. Donc, Ok. pour le moment de la Donc demain. rediffusion. Donc, Ouais. il y a moyen que ça vienne un petit peu plus grappiller sur les plates-bandes d'Optimism. Affaire à suivre. Et Polygon, ZK et VM, pourquoi c'est cher? Tout simplement parce qu'ils n'ont pas intégré la nouvelle mise à jour. Ça va être fait aux alentours du 1er mai. Donc, ils traînent un peu la patte de leur C'est côté. dans un bon moment, 1er mai. Hein. Ouais, je sais pas pourquoi. C'est 1 mois et demi. Hein. Donc là, tu vois, on a Blast qui n'intègre pas, on a Manta qui stocke de toute façon pas sur Ethereum. Tu vois, il y a plein de roll-up qui stockent pas chez Ethereum. Hein. Metis, ils stockent sur un truc qui s'appelle Memo. Mental, ils stockent sur leur propre DA qui s'appelle Mountain DA. Il y en a qui font ça sur des trucs centralisés. Quand tu vois DAC, c'est qu'ils ont leur propre truc centralisé à eux. Voilà, donc Ethereum n'a pas toutes les parts de marché non plus. On nous pose une superbe question. Baisser les frais, ça fait pas moins de revenus pour la chaîne. Alors pour Ethereum, si, mais bon, pour le moment, Ethereum, ça mange quand même sur tout ce qui se passe sur le mainnet, hein, quand même. Et pour ce qui est des roll-up, ben, en fait, les roll-up, leur marge, c'est quoi? C'est ce que le roll-up va payer à Ether en gaz. Enfin, je reprends. Quand une personne va payer en faisant un swap, etc., elle va payer le roll-up et Ethereum. Le roll-up de son côté va payer les gaz pour l'utilisateur et va prendre sa marge à côté. Et donc là, en fait, ça fait qu'ils peuvent revoir leur niveau de marge complètement et essayer de marger sur le volume. Un marché qui a bien évolué du côté d'Ethereum, j'espère que ça va bouger côté application parce qu'on en revient toujours au même sur ce marché, c'est que si on n'utilise pas les applications, ça peut coûter 0$, les gens s'en branlent quoi. Et en ce moment, l'activité, elle est plutôt claire. Hein. L'activité, elle est faite sur des meme coins. Et les meme coins sont sur Solana. Ça, c'est sur Solana. Je crois que c'est Book of Meme. Ouais, Book of Meme qui nous a fait C'est quoi? C'est un truc qui est sorti nulle part et qui s'est fait lister Binance, c'est ça? Ouais, c'est ça. Enfin, pas Binance, mais ça s'est fait lister un peu à gauche, à droite. BOM, c'est en futur sur Binance, je crois. Hein, non? Ok. Je crois. Hein. Je savais pas. Ok, on nous dit si Binance dans le chat. Donc oui, le truc est sorti de nulle part et il a complètement pété. Donc on vous parle de memecoin, peut-être que ça vous énerve certains d'entre vous, mais on ne peut pas parler du marché sans parler de memecoin, sans parler de NFT. Il faut parler de tout. C'est important d'avoir une vision globale de ce qui se passe. On va commencer du coup avec notre ami Michael Saylor qui continue de nous montrer la taille de ces énormes coucougnettes. Avec un Bitcoin va manger l'or, on passe donc à 205 000 bitcoins accumulés par l'entreprise MicroStrategy. Il faut savoir qu'ils ont un prix d'achat moyen de 33 700$ avec un bitcoin actuel qui est au double. Donc, ils ont acheté pour quasiment 7 milliards de dollars de bitcoin. Ils sont en plus-value de 7 milliards. Plus-value de 7 milliards en achetant du bitcoin. Bon, ils ne l'ont pas vendu ce bitcoin, mais ils pourraient. Et là, on peut dire que ça impose le respect. Il faut savoir aussi que Michael Saylor, lui, il voit vraiment le jeu un peu comme un Monopoly. C'est celui qui va accumuler le plus de bitcoin gagne. Alors, il y en a qui diront ouais, c'est quand la philosophie, machin, on s'en bat les couilles. Je veux dire, Satoshi Nakamoto n'a pas fait de propagande de philosophie. Et d'ailleurs, il faut savoir que Alphine, qui a été peut-être Satoshi Nakamoto, mais qui est en tout cas la première personne à avoir reçu des bitcoins et quelqu'un de très impliqué dans l'écosystème bitcoin, parlait déjà d'accumulation de bitcoin pour les banques, des talons bitcoin et ce genre de choses. Donc en fait, si vous voulez, tout ce qu'on peut dire, c'est si ça vous va pas, eh ben vendez pas vos bitcoins. À noter qu'il se dilue aussi pas mal, hein, parce qu'il vend des actions pour acquérir du bitcoin. Donc il vend des actions pour faire entrer du cash et derrière acheter du bitcoin. Alors il se dilue sur sa boîte, mais je suppose que c'est pour avoir une sorte d'effet de levier et de gagner bien plus sur BTC. Mais c'est vraiment un... c'est vraiment un play, un bet de fou furieux, quoi. On va parler cette fois de Roman Sterlinghoff, qui est le fondateur d'un mixeur crypto qui a été reconnu coupable de blanchiment d'argent.
Ça me fait beaucoup penser à l'histoire de Tornado Cash, où en fait on se retrouve dans une situation, alors j'ai pas pensé le sujet de A à Z, mais bon là il est question du fondateur d'un mixeur crypto encore une fois. On lui dit ton service il a fonctionné pendant 10 ans, il a lavé plus de 400 millions de dollars, nous on considère que tu es complice. Et se pose donc une question, est-ce qu'il y a des preuves où on voit que clairement il participe à ce blanchiment, où il ferme les yeux dessus, ou alors est-ce qu'on est juste sur j'ai mis à disposition un protocole et les gens l'utilisent. Tu vois, c'est comme à l'époque Silk Road. Donc Silk Road, si vous voulez, c'était une marketplace, c'était une place de marché où tu pouvais tout acheter. Tu pouvais acheter du cannabis, des armes, ce que tu veux. Et donc le fondateur de cette place de marché, qui est pour le coup très très libéral, est en prison à perpétuité. Là, en l'occurrence, on est sur quelque chose d'autre, c'est Bitcoin ne propose pas par défaut la vie privée puisque tout est traçable. Donc, il y a des protocoles, ce qui s'appelle des mixeurs, où en fait, vous envoyez par exemple un Bitcoin, le protocole prend une petite commission et ensuite va réenvoyer ce Bitcoin à plein d'adresses différentes. Tu vois, il va envoyer des 0,25 par-ci, des 0,40 par-là, et ça va repartir sur une adresse ou plusieurs adresses de réception à vous. Le but étant de brouiller les pistes pour qu'on ne soit pas capable de comprendre entre l'entrée et la sortie. C'est ça un mixeur. Ensuite, on a eu des mixeurs qui ont été intégrés directement dans les crypto-monnaies avec Dash et Monero, notamment. Mais voilà, Bitcoin n'intègre pas ça. S'il n'y avait pas de KYC sur les gros exchanges comme Binance, etc., ce seraient des gros mixeurs en réalité. Ouais, entre autres, et c'est ce à quoi ils servaient à une certaine période de temps, où Binance mettait pas de KYC, qu'on pouvait retirer jusqu'à 10 BTC par jour, etc. Oui, et du coup, bah, ça veut dire que, tu vois, aujourd'hui, on attaque des gens qui font des mixeurs, et c'est vrai qu'on va pas se mentir, le mixeur, il est là pour empêcher le retraçage, il est bien pour votre vie privée, mais on sait très bien que ces trucs-là, ils sont utilisés pour faire des cochonneries, c'est sûr. Donc, il y a toujours un vrai débat là-dessus. Le problème, c'est pour ça que je voulais prendre le temps de vous en parler, qu'est-ce qui va devenir de tous les protocoles qui font du ZK? Parce que là, on nous parle de Zero Knowledge Proof pour plein de trucs, mais les protocoles comme Aztec ou Starknet ou plein d'autres, s'ils commencent à proposer de la privacy via du ZK, on va se retrouver avec le même problème. On va se retrouver avec des transactions intraçables. Et qui dit transactions intraçables dit une partie des gens qui vont juste protéger leurs droits fondamentaux de vie privée, mais une autre partie aussi des gens qui vont vouloir blanchir de l'argent ou financer des trucs dégueulasses, tu vois. Et donc, est-ce que les régulateurs, est-ce que les juges vont attaquer les créateurs de ces protocoles? Peut-être. Peut-être. Ça risque d'être chaud à l'avenir. Ça risque d'être très très chaud. Ensuite, on va parler d'Avalanche qui dévoile du coup Teleporter. Donc Teleporter, c'est un protocole en surcouche de leur Avalanche Warp Messaging. Alors si vous voulez, on parle souvent d'IBC sur Cosmos, qui est le protocole qui vous permet de faire transiter les fonds d'une chaîne à une autre. C'est la même chose sur Avalanche. Et donc en fait, ils ont mis en place Teleporter. Alors Teleporter, c'est uniquement pour les chaînes EVM compatible sur Avalanche, comme la C-Chain, mais vous pouvez très bien créer votre propre subnet EVM compatible. Et donc, eux, ce qui résout, eh bien, c'est la fragmentation des liquidités, c'est-à-dire qu'une application va pouvoir aller taper dans les liquidités de différents subnets. À ce jeu-là, ils sont avant-gardistes sur Polkadot, sur Cosmos, mais aussi sur Ethereum, et c'est roll-up parce qu'aujourd'hui, tu as toujours une fragmentation des liquidités. Tu n'as pas un standard cross-roll-up sur Ethereum qui permet justement d'aller taper dans toutes les liquidités. On va voir avec Avail et d'autres projets, et grâce aux ZK, la possibilité d'avoir des agrégations de preuves de liquidité. Donc, on va se servir des preuves de liquidité, mais on n'a pas ça. Là, déjà, je vais vous parler de Zero Network, qui est un projet lancé par Zerion, enfin, qui va être lancé par Zerion, justement, j'en parlais dans l'intro. C'est faire un layer 2 où il n'y a pas de frais pour les utilisateurs. Et ça, je pense que c'est la nouvelle méta. Et ça va être trop bien parce qu'en fait, on va se retrouver avec plein de layers 2 qui auront de l'Equant Abstraction native. Donc, on va se retrouver avec des layers 2 où potentiellement, tu vas envoyer les jetons ERC20 que tu veux. Tu pourras t'en servir de gaz pour ceux où tu as du gaz à payer. Et dans d'autres cas, eh ben, en fait, tu paieras pas de gaz, mais tu paieras des commissions sur des swaps ou ce genre de choses. Et c'est comme ça qu'ils vont manger. C'est-à-dire que Zerion va bosser en partenariat avec les applications qu'ils vont construire chez eux pour essayer de se partager les coûts. Le but étant de ne pas avoir de coûts et donc avoir une meilleure expérience utilisateur pour les gens. Est-ce qu'il y a une limite à ça? Est-ce qu'il y a une petite étoile avec conditions d'utilisation? On ne sait pas parce que quand ça explose trop en termes de frais, ils arrêtent, tu vois, je sais pas. Pour le moment, on n'a pas trop d'infos. On sait juste que ça va sortir entre le 2e et le 3e trimestre de cette année. Et peut-être qu'on aura les surprises à ce moment-là. Mais pour le moment, on n'a pas plus d'infos que ça. On sait juste que par contre, pour éviter qu'il y ait du spam, pour pas qu'au final, ils se retrouvent à payer des frais, ils vont mettre en place des mécanismes anti-spam. Parce que oui, si vous payez plus les frais, eux vont les payer. Donc, il pourrait y avoir des petits malins qui disent, tiens, juste pour les refaire payer à bloc,
on va spammer de transactions et eux, ils vont être obligés de payer à chaque fois. Donc Du ça va coup, être autre intéressant. question. Est-ce que ça va pas être le nouveau standard? Parce que si tu as plein de L2 avec de l'attraction qui commencent à offrir ça, en fait, je pense que ces L2 auront tellement de traction que, bah, en fait, juste tout le monde sera obligé de s'aligner. Tu vois, comme dans un marché où tu as des concurrents, si tu as Free qui arrive, qui dit, bah, en fait, les abonnements mobiles, c'est plus 30 €, c'est 10 € par mois, ou même c'est gratuit. Tous les autres sont obligés de suivre, sinon, enfin, il n'y a pas que les frais de transaction, tu vois, qui rentrent en compte, mais je pense qu'à un certain moment dans le bull run, ça peut être énorme, quoi. Ensuite, on a la communauté Dog with Hat qui a balancé 650 000 $ pour afficher leur mème sur la Vegasphere. Donc la Vegasphere, c'est quoi? Ça va être Attends, un mais c'est écran une géant. semaine! Une Je semaine, pensais que c'était ouais. une journée, moi. Non, j'ai vu l'info sur Twitter. En fait, 450 000 $, c'est la journée, 650 000 $, c'est la semaine, de ce que je comprends. Donc, faut que vous compreniez que les gars, en gros, C'est trop une dinguerie. ils ont fait une cagnotte. C'est trop une Les gens, ils ont dinguerie. envoyé des sous. En quelques heures, c'était plié et ils vont pouvoir afficher leur putain de meme coin sur l'écran géant. C'est comme si tu avais une affiche sur la Tour Eiffel, quoi. C'est un Bah oui. niveau, ça me termine. Non, mais on est vraiment sur un marché de Golemans, je l'aime trop, gros. Il est trop ce Mais marché. en fait, ce qui est surprenant, c'est que ça coûte pas si cher à faire que ça, quoi. Bah ouais, Je m'attendais clairement. à beaucoup plus. Moins de 24 heures, tu vois, avec des donations de 10 000 $ ou moins. Donc tout le monde a participé. Sachez que le même SHIB va faire la même, mais en plus gros, on nous dit dans le chat. Et d'ailleurs, sachez que le SHIB va revenir à la mode. Va revenir à la mode parce qu'il bosse avec un protocole de folie homomorphique encryption qui va être une nouvelle narrative après les IK et tout. Et apparemment, ils vont avoir des applications qui intègrent le folie homomorphique encryption. Donc, ils vont surfer sur des nouvelles narratives SHIB. Déjà qu'on avait SHIB swap, mais là, ça va être trop. Là, on va avoir SHIB DA, SHIB Layer, SHIB swap. Mais t'imagines, gros, on va se retrouver à faire des analyses fondamentales sur le SHIB, gros. C'est ça qui nous attend. Est-ce que tu as entendu parler de Runestone, Léo? Non, j'ai entendu parler que de Rune. Alors, Runestone, énorme dinguerie ce qui s'est passé. Je vais vous donner un peu le contexte. On a deux personnes. On a une personne qui est très influente dans la communauté Bitcoin avec les ordinals, qui a voulu faire un concept. Le concept est simple. Comment on peut pousser ce côté propriété numérique à outrance et comment on peut donner une bonne leçon à tout le monde parce qu'en ce moment, tu sais, tu as une méta pré-sale sur des meme coins, pré-sale sur des shitcoins, etc., etc. Lui, il a voulu faire un big airdrop. Donc, comment il s'y est pris? Dans un premier temps, il a collecté des fonds avec Léo Caillard, qui est un artiste français, qui est tailleur de pierre, si j'ai bien compris. Donc, ils ont collecté un peu plus de 500 000 $. Avec ces 500 000 $, ils ont minté un ordinals qui a pris quasiment tout un bloc Bitcoin parce qu'avec ces GUIT, le bloc, on est sur du 4 mégas. Ils ont pris quasiment tout l'espace. Ils ont pris 3,97 mégas. Et donc, ils ont utilisé tout cet espace de bloc pour y mettre des ordinals à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Du Runestone. Et ce Runestone, enfin ces Runestone, il y en a un petit peu plus de 100 000. Il les a airdrop à toutes les adresses qui ont fait, je crois, 3 transactions ou qui possédaient 3 ordinals. Donc, on se retrouve avec des gens, plus de 100 000 adresses qui ont chacun un NFT qui vaut au cours actuel 2 800 $. Et ce NFT est un top volume en ce moment. Il est en train de rattraper les Bored Ape et compagnie. Alors, je ne sais pas si OpenSea liste les ordinals. J'avoue que je n'ai pas checké cette information. Non, visiblement pas. Je l'ai reçu 0,27 BTC, 3 inscriptions, on me dit dans le chat. Mais donc, la prochaine étape, c'est quoi? Il faut savoir que le créateur du protocole Ordinals va lancer un nouveau protocole qui s'appelle les runes, qui est une version améliorée de Ordinals, qui est basée sur le modèle UTXO. À quoi va servir ce protocole? Le créateur l'a dit lui-même, à lancer des shitcoins. Et là où c'est hyper intéressant, c'est que ce qu'il veut, c'est qu'on ait un protocole qui soit assez en place pour trouver de la shitcoinerie et de la DeFi sur Bitcoin pour que les gens se cassent des Layer 2, des Layer 1 alternatifs pour revenir sur Bitcoin. Et donc, la prochaine étape, c'est que Rune n'est pas encore sorti. Rune va sortir le jour du halving Bitcoin, c'est-à-dire aux alentours du 20 avril. Et tout possesseur de Runestone, le NFT que je te montrais juste avant, se verra airdropper des jetons Rune. Ils aiment trop les caméras, hein. C'est une dinguerie. Hein. Bon, bah, bien joué les mineurs de Bitcoin, hein. Bien joué à vous les refs, hein. Mais c'est... T'es choqué? Non, je suis sonné. Enfin, c'est un peu ce dont on parlait avec Charles, donc le CEO de Ledger et tout. J'étais en mode, est-ce que tout ce qu'on est en train de faire sur Bitcoin, c'est pas genre un prétexte
pour juste faire survivre le protocole à terme et générer des frais de transaction plutôt que de trouver une vraie utilité? Est-ce que c'est on voit l'objectif et on essaie de déployer tous les moyens pour y arriver, même si ça fait aucun sens, tu vois? Je sais pas, Après, on expérimente, c'est-à-dire que c'est ce genre de conneries qui nous ont derrière permis de trouver des choses assez intéressantes et derrière de les exploiter pour des choses peut-être plus utiles. Mais là, je suis fatigué, hein. Là, les gars, là, ça me dépasse. Là, je crois que ça me dépasse. Là, j'ai l'impression que là, j'ai des cheveux blancs, là. Eh oui, mon homme, là, il y a un FOMO qui se passe, qui est violent. C'est la 3e plus grosse collection NFT en termes de market cap derrière les Bored Ape et les CryptoPunk. Et c'est arrivé très, très vite. Et pourquoi? Parce que justement, pas de pré-sale, pas de private sale, pas de trucs comme ça, full airdrop, full communautaire. Ça a été créé par un OG des Ordinals. Donc, c'est un petit peu la communauté Bitcoin Ordinals qui se réveille et qui essaie de reprendre le trône avec Bitcoin, en fait, hein, tout simplement. Donc, Non, mais en vrai, les gars, je crache pas dessus. C'est juste que en ce moment, ça fait beaucoup de mimes et de shitcoins. C'est juste ça. Souvent, on a 1, 2, 3 trucs. Après, on a quelques trucs qui sortent des ténèbres. Mais voilà, là, j'ai vraiment l'impression que l'écosystème est concentré à 1000% sur ça, quoi. Ouais. Tu vois, ça a été airdrop vers 0,02 et là, on est déjà en quasi x3. Donc là, il y a un gros FOMO qui se passe sur Runestone, soit pour être dans le play, soit pour jouer l'airdrop quand il y aura le jeton rune, mais... Juste peut-être un conseil pour les gens qui nous regardent. Ouais. Moi, je pense que si vous n'avez aucune expérience en crypto ou très peu d'expérience et genre un seul cycle dans les pattes, je pense que le mieux, c'est d'éviter tout ça. Je vous dis pas que vous pouvez pas faire de l'argent dessus, que ça peut pas aller plus haut, qu'il y a pas de l'argent à faire sur ces trucs spéculatifs et tout. Mais je pense juste que, en fait, c'est facile d'acheter et des fois on oublie et on a du mal à appuyer sur le bouton rouge. Et c'est ce qui s'est passé par exemple pour moi sur les NFT, etc. Et donc c'est pour ça que je vous invite à vraiment regarder ça et être extrêmement vigilant. Je dis pas ça pour être chiant, il y a plein de moyens d'expérimenter et que ça vous coûte pas trop cher et de pas non plus voilà, mais faites attention à vous, sincèrement. Je suis d'accord. Faites attention à vous. Parole d'un homme qui s'est fait tuer par les NFT. Et qu'est-ce que je voulais dire? J'ai été étonné qu'il y a très peu de gens qui ont couvert cette information dans la commu FR, hein, alors que c'est littéralement un gros buzz. Tu vois. Donc je suis content de vous en parler. J'étais en train de prendre le train quand je suis tombé sur ça et je me suis laissé aspirer par le truc, tu vois. Juste pour les gens qui parlent un petit peu dans le chat, etc., c'est pas une critique en mode c'est de la merde, ça va aller à zéro, blablabla. La réflexion, c'est plus, je sais qu'il y a plein de gens qui regardent, qui débutent, qui essayent de se mettre au crypto ou même qui ont peu d'expérience en crypto, qui ont un cycle ou un peu moins. Prenez du recul sur tout ça, c'est juste ça. Si tu as bien aimé cette vidéo condensée, sache qu'elle est extraite de notre chaîne YouTube Coin Academy. Du coup, si tu veux voir l'interview complète, je te laisse cliquer sur la miniature dans l'outro ou alors tu peux passer tout simplement par le lien dans la description.